Je me suis donc amusé à lui poser quelques questions, à faire comme si j'étais un patient qui venait le consulter pour un problème de stress et d'anxiété, et vous allez le voir, ses réponses sont très surprenantes et étonnantes. Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de psychologie et de ChatGPT. Vous savez, le nouveau logiciel, le nouveau programme informatique qui fait fureur et qui parle d'intelligence artificielle. Mais avant ça, je vous invite bien sûr à vous abonner, commenter la vidéo, liker et partager, et aussi à vous abonner à mon compte Instagram où je publie chaque semaine de nouveaux contenus à propos de la psychologie. Je vous donne des conseils qui, je l'espère, pourront vous aider. Alors, vous avez très certainement entendu parler du nouveau programme ChatGPT ou ChatGPT, donc inventé par l'entreprise OpenAI. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça fait référence, même si c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans les médias et autour de nous, et notamment sur YouTube, eh bien, ce logiciel a la capacité de développer des programmes informatiques, de répondre à vos questions les plus complexes et même de faire preuve d'empathie. La plupart de ceux qui sont intéressés à ChatGPT, et moi y compris, parlent de révolution et même d'Internet 10.0, c'est vous dire. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui passionne, mais c'est aussi un sujet qui fait peur. Pourquoi ? Parce que on a tout simplement la crainte que cette intelligence artificielle finisse par dépasser les êtres humains, dépasser leurs capacités. Le cinéma et les films de science-fiction n'y sont pas pour rien, puisque dans de nombreux films, on peut voir l'intelligence artificielle devenir un danger pour l'homme. Puisque je suis psychologue et puisque je parle de psychologie, je me suis demandé si ChatGPT pouvait être en mesure de devenir un psychologue et de mettre en danger notre métier. Je me suis donc amusé à lui poser quelques questions, à faire comme si j'étais un patient qui venait le consulter pour un problème de stress et d'anxiété, et vous allez le voir, ses réponses sont très surprenantes et étonnantes. Ok, donc on se retrouve sur ChatGPT et je vais tester un petit peu sa compétence en tant que psychologue. Donc voilà, je vais me faire passer pour un patient qui a des problèmes de stress et d'anxiété, et on va bien voir ce qu'il me conseille pour voir s'il est aussi efficace, voire plus efficace peut-être qu'un psy. Et donc ça nous permettra de savoir si notre profession est en danger. Donc voilà, je vais commencer par lui poser une question simple. C'est ici que vous pouvez noter vos questions si vous découvrez l'application. Donc je suis stressé. Comment je peux faire pour ne plus être anxieux? Alors, on va voir ce qu'il va me répondre. J'envoie le message. Voilà, il réfléchit. Bon, en général, c'est assez rapide, mais comme il y a beaucoup de monde sur la plateforme, parfois ça peut mettre un petit peu de temps pour répondre. Ok, donc il existe plusieurs choses que vous pouvez faire pour réduire votre anxiété. Donc l'anxiété, c'est la peur du futur, l'anticipation négative du futur. Il me propose plusieurs suggestions. Pratiquer la respiration profonde et la méditation, ok. Faites de l'exercice régulièrement pour évacuer le stress et améliorer votre bien-être physique et mental, bonne idée. Parlez de vos préoccupations à un ami ou à un professionnel de la santé mentale. Bon, j'espérais justement que ça soit ChatGPT, le professionnel de la santé mentale. Voilà, pour obtenir du soutien et des conseils, c'est ce que j'attends. Tenez un journal pour identifier des pensées, des situations qui déclenchent votre anxiété. Intéressant. Essayez des techniques de gestion de l'anxiété comme la thérapie comportementale et thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Intéressant. Donc moi, c'est ce que je pratique, thérapie comportementale et cognitive et thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Donc je connais un petit peu. Prenez soin de vous en ayant une alimentation équilibrée, en dormant suffisamment et en faisant des activités que vous appréciez. Donc c'est plutôt des bons conseils dans l'ensemble. Ça peut même correspondre à des conseils que je pourrais donner personnellement si on venait me consulter. Donc là, je vais lui demander une question un peu spécifique. Comment la thérapie comportementale peut m'aider ? Comment la thérapie comportementale peut m'aider ?
Hop. Donc là, j'ai même pas besoin de lui reparler de l'anxiété, hein. Il sait tout seul que je parle de ce sujet-là. Donc, il me dit que la thérapie comportementale vise à aider les personnes à comprendre et à changer leurs pensées et comportements qui contribuent à l'angoisse. Donc, vous voyez, lui-même, il me reparle d'anxiété. Il sait que je veux parler de ce sujet-là. Les thérapeutes qui travaillent sur les comportements CBT, je pense que ça veut dire Behavior Therapy, sans doute. Donc les thérapeutes qui travaillent avec les clients pour les aider à identifier et à remplacer leurs pensées négatives et les croyances irrationnelles qui peuvent augmenter l'anxiété. Ils peuvent également utiliser des techniques d'exposition pour aider les clients à apprendre à gérer les situations qui les rendent anxieux en s'exposant progressivement à ces situations. La thérapie comportementale est généralement considérée comme une des meilleures formes de traitement, les plus efficaces pour gérer les troubles de l'anxiété. Il peut être utile de consulter un thérapeute qualifié. Donc il me renvoie quand même toujours vers un thérapeute, hein. Donc ça signifie bien qu'il n'a pas en tout cas pour intention de nous remplacer déjà dans un premier temps. Donc on va lui demander à quoi ça sert de remplacer ses croyances irrationnelles. On va lui demander ça. À quoi ça sert de remplacer mes croyances irrationnelles? Voilà, pour avoir un peu plus de précision. Donc c'est vraiment ça qui est bien avec l'outil ChatGPT, c'est qu'on peut préciser de plus en plus nos interrogations pour creuser davantage le sujet. Si vous posez une question très spécifique, il vous répondra de manière très spécifique. Si vous lui posez une question plus générale, il sera très général et très évasif. Donc je lui pose la question. Bon, il va très vite, hein, vous pouvez le constater. Remplacer les croyances irrationnelles par des croyances plus réalistes et positives peut aider à réduire l'anxiété en changeant la manière dont on perçoit les situations. Les croyances irrationnelles sont des pensées qui sont souvent exagérées, basées sur des suppositions, c'est juste, et des hypothèses sans preuve qui ne sont pas basées sur des faits réels. Ces types de croyances peuvent causer de l'anxiété en vous faisant voir les choses d'une manière négative. En les remplaçant par des croyances plus réalistes, vous pouvez vous aider à voir les choses de manière plus objective et à vous sentir en sécurité. Cela peut vous aider à vous sentir moins stressé et plus capable de gérer les situations qui vous causent de l'anxiété. Ok, donc je vais essayer de lui demander est-ce qu'il a des exemples de pensées irrationnelles qui créent de l'angoisse. Hop. Voici quelques exemples. Super. Franchement, je suis impressionné quand même. L'outil, il est vraiment réactif et pour l'instant, il me semble tout à fait performant. Je dois être parfait pour être aimé, donc ça fait écho au perfectionnisme. Si je fais une erreur, tout le monde va me juger négativement. Ok, donc ça c'est un peu ce qu'on appelle un raisonnement noir ou blanc, dichotomique. Je ne peux pas gérer cette situation, c'est trop pour moi. Donc pensée autodéfaitiste. Si je suis anxieux, cela signifie que quelque chose de terrible va arriver. Raisonnement dramatique et catastrophiste. Je dois être en contrôle de tout, sinon je vais échouer. Effectivement, les gens anxieux sont des maniaques du contrôle et veulent tout contrôler, sauf que malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Je dois éviter toutes les situations qui me causent de l'anxiété, sinon je vais être malade. Et c'est bien sûr l'évitement qui maintient l'anxiété. Donc encore une fois, ce qu'il nous dit est, je trouve, très pertinent. Ok, je vais lui dire, tiens, moi je pense réellement qu'il faut être parfait pour être aimé. Moi, je pense... on va essayer de le piéger un petit peu. Réellement, qu'il faut être parfait pour être aimé. Car ma petite amie m'a quitté parce que je n'étais pas parfait. On va voir ce qu'il va me répondre. On va voir s'il est capable de rationaliser. Il est compréhensible que vous puissiez penser que vous devez être parfait pour être aimé, surtout si votre petite amie vous a quitté en raison de cette croyance, c'est exceptionnel. Cependant, il est important de comprendre que personne n'est parfait et que personne ne peut répondre à toutes les attentes de tout le monde. Il est possible que votre petite amie ait eu des raisons personnelles de vous quitter, qui n'ont rien à voir avec votre perfection ou votre incapacité à être parfait. Il est également possible que votre petite amie ait eu des attentes irréalistes et non saines quant à ce que signifie être parfait dans une relation. Il est important de se rappeler que tout le monde a des défauts et des imperfections
et cela fait partie de ce qui nous rend humains. Aimer quelqu'un, c'est accepter ses imperfections et les aimer malgré tout. En outre, il est important de se rappeler que les relations se terminent pour des raisons variées et il n'y a pas de solution unique pour tous les cas. Il est important de se concentrer sur soi-même, sur ce qui peut être fait pour améliorer sa propre vie plutôt que de se concentrer sur ce qui a conduit à la fin de cette relation. La thérapie peut vous aider à explorer ces croyances et à trouver des moyens de les remplacer par des pensées plus réalistes et positives qui peuvent vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. Franchement, je suis impressionné. En quelques secondes, il a pondu cette réflexion qui est plein de bon sens, nuancée et qui prend en compte précisément la problématique que je lui ai exposée par rapport à ma petite amie. Donc là, je suis vraiment étonné et j'avoue que ça fait un petit peu peur pour la profession. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de le confronter comme un patient peut faire en cabinet. Donc, je vais lui dire, voilà, oui, d'accord, mais je ne veux plus souffrir à nouveau et me faire rejeter parce que je ne suis pas parfait. Bon, on va essayer de le contredire un petit peu. C'est ce qui se passe en séance, hein, donc on va voir s'il est capable d'avoir de la répartie. Je suis curieux de savoir ce qu'il va me répondre. Il est normal de vouloir éviter la douleur et le rejet, surtout après une rupture difficile. Cependant, il est important de comprendre que personne n'est parfait et que tout le monde est sujet au rejet à un moment donné de sa vie. Il est important de se rappeler que les relations ne fonctionnent pas toujours, mais cela ne signifie pas que vous êtes responsable de leur échec et que vous n'êtes pas digne d'amour et d'attachement. Il est important de se concentrer sur les leçons que vous pouvez tirer de cette expérience pour vous aider à gérer des relations à venir plutôt que de vous concentrer sur les raisons pour lesquelles cette relation a échoué. Vous pouvez également vous concentrer sur des moyens de prendre soin de vous, même et de votre propre bien-être en faisant de l'exercice, en mangeant sainement, en dormant suffisamment et en faisant des activités que vous aimez. Il est également important de se rappeler qu'il est possible de trouver l'amour et d'avoir des relations saines même après une rupture difficile. La thérapie peut vous aider à explorer vos croyances et à trouver des moyens de les remplacer par des pensées plus réalistes et positives qui peuvent vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. Vraiment, c'est excellent. Il est tout à fait capable de faire preuve d'empathie. Il ne me contredit pas d'emblée. Il me dit que ma pensée est normale et qu'en même temps, voilà, il est tout à fait normal de se confronter au rejet dans la vie. Ça fait partie de la vie et c'est pas parce que voilà, on s'est fait rejeter qu'on est nécessairement responsable de cet échec. Donc vraiment une très très bonne réponse. Encore une fois. Et là, je vais lui dire, tiens, je vais lui parler un peu de mon passé. Je vais lui dire que je me suis fait rejeter par mes parents quand j'étais... voilà. Je dois t'avouer que je me suis fait rejeter par mes parents quand j'étais plus jeune. Car je ne suis jamais devenu le footballeur que mon père et ma mère auraient souhaité. Ok. Alors, on va voir s'il est capable de traiter une question aussi précise et spécifique. Attention, roulement de tambour. Voilà, je lui pose une question compliquée. Hein. Normalement, il devra mettre un petit peu de temps à cogiter. Est-ce qu'il va être capable d'aborder mon passé ? On va le voir. Vous voyez, en fonction des questions, le temps de réponse n'est pas toujours le même. Après, il y a peut-être des soucis de connexion. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, comme je vous l'ai dit, sur le serveur ou en tout cas sur l'application. Ah, je crois que je lui ai posé une colle. Ah, il répond. Il est compréhensible que vous puissiez vous sentir rejeté par vos parents si vous n'avez pas réalisé les attentes qu'ils avaient pour vous en termes de carrière sportive. Cependant, il est important de comprendre que les parents ont également
des attentes, des rêves pour leurs enfants qui ne sont pas toujours alignés avec les aspirations et les passions des enfants eux-mêmes. Il est important de se rappeler que chacun a ses propres talents et aspirations. Il est important de suivre ses propres rêves plutôt que ceux des autres. Il est important de se rappeler que les relations familiales sont complexes et peuvent être influencées par de nombreux facteurs. Il est possible que vos parents aient eu des attentes irréalistes et non saines quant à ce que signifie être parfait dans une relation. Il est important de se rappeler que les relations se terminent pour des raisons variées et il n'y a pas de solution unique pour tous les cas. Il est important de se concentrer sur soi-même et sur ce qui peut être fait pour améliorer sa propre vie plutôt que de se concentrer sur ce qui a conduit à la fin de cette relation. La thérapie peut vous aider à explorer ces croyances et à trouver des moyens de les remplacer par des pensées plus réalistes, positives, qui peuvent vous aider. Bon, les réponses sont longues, il développe beaucoup, mais c'est très intéressant et c'est très riche. Allez, je vais lui poser une dernière question, je vais arrêter de le mettre dans la difficulté, je vais plutôt lui demander de me donner un conseil que je peux appliquer tout de suite maintenant. Voilà, envoyez. Voici un conseil que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. Fort. Pratiquez l'autocompassion. Cela signifie être gentil et compréhensif envers vous, même lorsque vous faites des erreurs ou que vous vous sentiez insuffisant, plutôt que de vous critiquer ou de vous juger. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que l'imperfection fait partie de l'humanité. Dites-vous que des choses telles que « je m'accepte tel que je suis »,« erreur et tout », je me traite avec bienveillance et compréhension. Bon là il y a une petite faute de syntaxe. Faites une liste de vos qualités positives. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les choses positives. Écrivez-les sur une feuille de papier. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Cela signifie accepter vos défauts et vos imperfections tout en vous rappelant que vous êtes digne d'amour et de respect malgré eux. Rappelez-vous que l'imperfection est normale et humaine. Nous sommes tous imperfect. Problème de traduction, mais bon, dans l'ensemble, c'est très bien, d'une manière ou d'une autre, et cela fait partie de notre humanité. Il n'y a pas de personne parfaite, cela n'existe pas. Il est important de rappeler que l'acceptation de soi est un processus continu et il peut prendre du temps pour vous sentir totalement à l'aise avec vos imperfections. N'oubliez pas d'être patient et de vous accorder de la compassion envers vous-même dans ce processus. Donc, vous l'avez compris, ChatGPT est vraiment en mesure, en capacité de donner des réponses rationnelles et empathiques lorsqu'on lui parle de problèmes psychologiques comme par exemple l'anxiété et le stress. De là à dire que ChatGPT pourra un jour remplacer un psychologue, je trouve qu'il est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Néanmoins, on n'en est qu'au début du programme et avec les années, ChatGPT risque vraiment de s'améliorer et peut-être même de surpasser les compétences, les connaissances des professionnels de la santé mentale. Néanmoins, l'intelligence artificielle, à mon avis, connaîtra toujours certaines limites. Quand on s'adresse à un programme, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on s'adresse à une personne humaine. De la même manière, ce programme informatique n'est pas encore capable de vous poser des questions. Je ne crois pas qu'il est non plus capable de poser un diagnostic et si vous n'avez pas les bonnes questions, il ne sera pas en mesure de vous apporter les bonnes solutions pour vous, chose que peut faire un psychologue. Dans tous les cas, j'ai vraiment trouvé cette expérience intéressante. Si vous souhaitez que je répète l'expérience avec un autre trouble psychologique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi personnellement, ça m'amuse. Si je trouve un autre sujet important avec l'intelligence artificielle ou avec ChatGPT, je referai bien sûr une autre vidéo. Et d'ici là, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!